ma conviction que le service public de la justice fonctionnait mal est partie d'un fait divers que tout le monde a encore en mémoire, l'affaire des disparus de Lyon. Cette jeune femme handicapée qui avait disparu de leur foyer, confiée à la DAS et dont personne ne s'était inquiété. Jusqu'à ce qu'un gendarme, à la suite de la découverte d'un cadavre, fasse le rapprochement entre ces différentes disparitions et dénonce l'auteur des faits, Émile Louis, dans un rapport qui s'était perdu au tribunal d'Auxerre. Il a fallu qu'un homme, Pierre Monnoir, de l'association de défense des handicapés de Lyon, se saisisse du cas de ces jeunes femmes, le médiatise pour que la justice accepte de reprendre des investigations et de condamner l'auteur des faits. On avait donc une faillite des institutions, la DAS, les services chargés d'accueillir ces jeunes femmes, mais aussi une faillite du système judiciaire, puisque l'auteur des faits avait pu continuer à commettre d'autres faits après cette série de crimes. De cette réflexion est partie cette idée que la justice, obtenir justice, était un combat. On pourrait dire aujourd'hui, il y a des services d'enquête, il y a des procureurs de la République, des gens chargés de poursuivre les crimes, dont c'est la première tâche, un système judiciaire qui devrait mettre la priorité à ces faits qui sont les plus graves. Je parle des meurtres, de l'atteinte à la vie humaine. Et malheureusement, on pourrait dire la police scientifique est venue nous apporter les réponses qui nous manquaient avant en matière de preuves. On devrait résoudre beaucoup plus d'affaires. Et le taux d'élucidation, autant qu'on puisse le savoir, puisque les méthodes scientifiques pour définir qu'est-ce qu'un taux d'élucidation sont assez controversées, eh bien, on découvre qu'on ne résout pas plus de crimes aujourd'hui qu'il y a 30 ans, avant l'ADN, avant la police scientifique, enfin avant les progrès de la police scientifique, et qu'on a aujourd'hui un taux d'élucidation qui est d'environ 70%. Donc j'ai coutume de dire, ça a fortement baissé après la suppression de la peine de mort, donc c'est un signal d'analyse en tout cas, mais on a aux alentours de 800-850 meurtres établis par an, et on en résout 70%. Évidemment, on va nous dire à quelle date, en moyenne 70%, en tout cas c'est ce qui ressort d'un rapport de la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes compte tout, y compris les meurtres. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, alors qu'on a la conviction, naturellement, après avoir vu toutes les émissions, les experts, les cold cases, tout ce qu'on veut, qu'on résout beaucoup plus d'affaires aujourd'hui qu'hier, on se dit pourquoi ce trou noir? À ce trou noir s'ajoute un élément statistique absolument faramineux, qui sont les disparitions. Les disparitions, c'est un nombre incalculable, puisque personne ne compte les disparitions. Il n'y a plus de service qui recueille les éléments statistiques sur les disparitions. Un garde des Sceaux avait même dit aux familles, conseillé aux familles qui étaient victimes d'une disparition d'un adulte, créez un compte Facebook. On ne sait jamais, quelqu'un vous donnera peut-être des éléments. Les disparitions, pour donner une idée, parce que moi je ne veux pas être dans le fantasme, mais quand les gendarmes se sont intéressés au cas de Monsieur Lelandais, vous savez, on en a beaucoup parlé, et ils ont lancé un appel à témoins dans la région Rhône-Alpes en demandant aux familles de signaler les disparitions suspectes. Ils ont eu plus de 900 familles qui sont adressées à eux en Rhône-Alpes sur une période limitée de temps. Donc ça donne une idée peut-être du niveau des disparitions. À ça s'ajoute, dans l'impensé de notre société, où nous sommes tous numérisés, on peut nous suivre, on a un compte de sécurité sociale, ainsi de suite, qu'il y a plus de 1000 personnes en moyenne par an qui sont enterrées sous X, c'est-à-dire sans identité. Donc on a une sorte d'impensé de nos statistiques, de nos réflexions, et je dis toujours que une partie de ces disparitions, naturellement,
sont des disparitions liées à des meurtres, mais non classés meurtres. Et personne, quand j'interroge les gendarmes, les policiers, les enquêteurs, personne n'est capable de me dire quel pourcentage de ces disparitions pourrait être des meurtres. À la suite de l'affaire des disparus de Lyon, ça avait fait un tel scandale que nous avions obtenu que la loi change et qu'on puisse saisir un juge d'instruction pour une disparition suspecte. Une disparition suspecte, évidemment, quelqu'un qui disparaît sans qu'on en connaisse la raison, eh bien, la plupart des avocats, des procureurs, des familles ne savent pas qu'on peut saisir un juge d'instruction pour cela et qu'on peut imposer d'une certaine manière qu'on mène une enquête sur une disparition. On est à un point d'impensée statistique ou de considération de la vie humaine que, aujourd'hui, si vous interrogez le procureur de la République de Tours ou celui de Marseille, si vous lui demandez combien il y a de meurtres non élucidés dans son tribunal, dans le ressort de son tribunal, il n'est pas capable de vous répondre. Il n'y a aucun élément, aucune liste qui soit tenue des meurtres ou des disparitions, n'en parlons pas, qui ont pu avoir lieu dans le ressort d'un tribunal. On va au point que, quand il s'est agi de créer, j'y reviendrai, une unité qui rassemble ces crimes oubliés, les procureurs, certains procureurs, pour essayer de refaire la liste, ont été interroger la presse régionale. Et on demandait à la presse régionale de faire une enquête sur tous les meurtres dont on avait parlé chez elle. Donc comment peut-on lutter contre un phénomène, j'entendais le discours scientifique tout à l'heure, sans connaître ce phénomène? Pourtant, les procureurs de la République sont chargés d'appliquer la politique criminelle du garde des Sceaux, de mettre en place une politique criminelle. Et quand on a débattu récemment du nombre de meurtres non élucidés en France, des chiffres sont sortis, on nous a parlé de 250, de 300. Moi, je mettais systématiquement en rapport ces 70% d'affaires résolues, d'affaires criminelles résolues, et ces 800 meurtres. Donc évidemment, si on fait un calcul, ça fait 240 meurtres par an en moyenne, évidemment, non élucidés, multipliés par 10 ou 20 ans, on est à plusieurs milliers, là où on nous parle de quelques centaines. Et je me dis, finalement, si on a une considération pour la vie humaine qui est la priorité du travail de la justice, ce sont quand même les faits criminels, les meurtres, homicides, assassinats, sont les faits les plus lourdement condamnés, pour lesquels les peines sont les plus lourdes. Pourquoi ce silence, finalement? Pourquoi cette absence de recherche de la vérité? Pour moi, ça n'est pas une priorité judiciaire. Ça n'est pas une priorité de la justice et ça n'est pas une priorité qui est donnée à nos services d'enquête. Pourquoi ça n'est pas une priorité? Parce que la justice a été gagnée par un système statistique, au fond. Il faut sortir des affaires, il y a un flux de dossiers tellement énorme, il faut répondre à une demande sociale, il faut répondre à une demande politique. Alors notre ministre de l'Intérieur va demander aux forces de police d'enquêter en priorité sur les rodéos urbains un jour, le lendemain sur le trafic de stupéfiants, le surlendemain sur les violences faites aux femmes, le surlendemain sur une autre thématique qui va être la leur. Évidemment, les forces de police sont hiérarchisées, elles répondent aux injonctions à la fois des procureurs de la République, des juges d'instruction et de leurs ministres, et donc elles vont mettre la priorité sur ce qu'on leur demande. Au point que, finalement, jamais vous n'entendrez un ministre de l'Intérieur demander des comptes sur cette question de la recherche des assassins, des meurtriers, des personnes qui auraient commis des meurtres. Autre élément, donc je vous disais comment on est une politique criminelle digne de ce nom. Et pourtant, face à cela, la demande sociale est immense. Je donne toujours un exemple. Je suis l'avocate de la famille d'Estelle Mouzin, cette petite fille disparue sur le chemin de l'école. Et toutes les jeunes femmes de cette génération me disent moi, depuis cette disparition, j'ai pas pu sortir toute seule de l'école. Il a fallu qu'on vienne me chercher. Mes parents ont pris quelqu'un, j'étais obligé de revenir avec quelqu'un d'autre. En fait, au fond, cette affaire a terriblement attenté à la liberté de toutes les
jeune fille et de tous les enfants, et pas seulement, évidemment, à la liberté de cette famille et au drame qu'elle a pu vivre. De la même manière, combien de fois ai-je pu dire à des amis qui faisaient du jogging, mais tu peux pas y aller seul, tu peux pas aller courir, traverser une forêt toute seule. Évidemment, pourquoi une femme n'aurait pas le droit d'aller traverser une forêt toute seule? Tout bêtement parce qu'il y a eu les meurtres de joggeuses dont tout le monde a entendu parler et qui ont évidemment attenté à la liberté de ces femmes d'une manière évidente. Et puis, on a le caractère anxiogène. Moi, j'ai souvent la question, parce que ces affaires touchent à l'actualité, mais il y a combien de disparitions d'enfants? Il y a combien de meurtres d'enfants? Je vais vous dire une chose tout à fait simple. On n'a pas aujourd'hui d'éléments, quand vous interrogez le ministère de la Justice, quand vous leur demandez combien il y a de disparitions d'enfants, quand vous interrogez le ministère de l'Intérieur, on n'a pas de chiffres. Pourtant, la gendarmerie tient un site internet merveilleux sur les objets d'art volés. Et donc on peut retrouver, évidemment, tel ou tel objet d'art qui a été volé. Et si vous devez en acheter un, vous pourrez vérifier qu'il ne provient pas d'un vol. Mais vous ne saurez pas, vous ne trouverez nulle part. Alors il y a des associations qui mettent des affiches dans les commissariats ou dans les gendarmeries avec des photos d'enfants plus ou moins anciennes. Évidemment, heureusement, il n'y en a qu'une poignée d'enfants disparus. Mais à cette réponse-là, à cette question-là, à ce fantasme-là, à cette crainte-là qu'ont tous les parents, pourquoi ne mettons pas tout simplement en place un site internet où on aurait la photo des enfants, officiellement tenue par des services de l'État, le ministère de l'Intérieur, de la Justice, parce que quand je demande au ministère de l'Intérieur, on me dit c'est de la Justice, et quand je demande au ministère de la Justice, on me dit c'est l'Intérieur. J'ai encore 5 minutes, je dois terminer. Donc, dernière chose, eh bien, pour terminer ceci, ce que je peux dire, c'est que, à long terme, une famille est détruite par un crime. Elle est détruite par un crime depuis les parents jusqu'aux enfants, jusqu'aux petits-enfants, parce qu'elle veut savoir ce qui s'est passé. Et la vérité judiciaire, la vérité qu'on doit lui rendre, c'est évidemment la manière pour elle, non pas de faire son deuil, on ne fait jamais son deuil de la mort d'un enfant ou de la mort d'un être cher dans des conditions criminelles, mais de s'autoriser à un après. Et c'est ce que nous demandons simplement, qu'on les autorise à un après, parce que tant que ces affaires ne sont pas résolues, eh bien, il n'y a pas d'après pour ces familles.